thank you all for joining us today. Good afternoon all. Palestinian prisoners are not forgotten victims of a distant conflict. They're living evidence of a continuous system of oppression, and that demands international accountability. Behind Israeli prison walls today, we have thousands of Palestinians that are enduring torture, isolation, and injustice. Men, women, and children too. And the world cannot keep pretending not to see it. My name is Dalia Kader, and I present today the Collectives for Palestine, which brings together 6 collectives and NGOs working hands in hands for the Palestinian cause. Over the past 2 months, Collective for Palestine has organized a campaign called Break the Chains to raise awareness about Palestinian detainees held in Israeli prisons under extremely harsh conditions, including reports of torture and mistreatment. This campaign has become part of a global movement named the Red Ribbon Campaign that covered the globe. And within this campaign, we had weekly protests for 2 months on the streets. We had documentary screenings and open discussions to raise awareness. We had an official report which we shared with the journalists, and we shared with the Ministry of Foreign Affairs as Collectives for Palestine. The campaign today will conclude with this press conference and with the event in the Echo Center at 7 o'clock, where we have our guests Salah Al-Hamouri and David from International Amnesty at 7 o'clock tonight. And we invite you all to be part of it. Today this press conference is to share efforts, but also to amplify voices of the Palestinian detainees who cannot have voices and address their human rights needs. And we're honored to have Salah Al-Hamouri, who's a human rights activist and a lawyer, and David from Amnesty International Luxembourg. And I'll give the floor to me. Die Damen und Herren, vielmals merci, dass ihr uns angeladen habt für uns. Das ist eine ganz wichtige Pressekonferenz. I will speak in French. Wir dürfen nicht vergessen, dass zu Lützburg eine wichtige Rolle hat, weil die besetzten palästinensischen Gebiete auch zum strategischen Territoire oder Land für als Kooperationsarbeit zu Lützburg. Das heißt, Lützburg hat schon eine ganz wichtige Rolle, für auch auf die verschiedenen Menschenrechtsverletzungen aufmerksam zu machen. Wir dürfen auch mit all dem, was auf der Welt geschieht, selbst am Iran oder auch die Drohungen gegen den internationalen Recht, dürfen wir die Prisonnier, die palästinensischen Prisonnier an Palästinien nicht vergessen. Das ist einfach eine Verantwortung für eben, ob denen, die eben keine lauscht hat oder die keine mehr gesagt, weil wir emotional durch andere Sachen gebunden sind, dass wir eben das unterstreichen, an weiter Energien oder Diplomatie mobilisieren oder auch Kräfte für eben die Leute zu schützen, die da immens viel Pflege, Gerechtigkeit an Unterstützung brauchen. Voilà, je viens de dire quelques mots en français, simplement parce que le Luxembourg a une position très importante par rapport aux territoires occupés, par rapport à Gaza, étant donné que au niveau de la coopération et du développement, sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères, les territoires occupés sont un pays stratégique pour les programmes d'action humanitaire. Donc le Luxembourg, dans ce sens, a une responsabilité morale aussi pour intervenir, parler en faveur de ceux qui actuellement on n'entend plus. Étant donné qu'avec tout ce qui se passe, que ce soit le Venezuela, que ce soit les bombardements en Iran ou le génocide soudanais, nous vivons vraiment une époque extrêmement compliquée, historique, où les droits humains et le droit international sont extrêmement mis en difficulté et où
facilement risquent d'oublier ceux qui déjà n'ont pas de voix, ceux qui sont enfermés, ceux qui ont besoin de soins et qui sont en souffrance. Et c'est de là où il était important pour Amnesty International de rejoindre cette conférence de presse lancée par le collectif For Palestine et surtout de venir soutenir Salah Hamouri car au vu de vraiment cette expérience et ce courage que nous admirons beaucoup à Amnesty International. Il faut savoir qu'avant les attaques du 7 octobre, les autorités israéliennes faisaient déjà recours à la détention administrative, puisqu'ici on parle vraiment des prisonniers, et que c'est une politique délibérément employée par les autorités israéliennes afin de priver de liberté tout opposant, toute personne qui les dérange. En février 2022, donc avant l'attaque du 7 octobre, Amnesty International avait déjà identifié 500 personnes, dont une mineure, qui faisaient l'objet d'une détention administrative sans avoir été jugées ni même inculpées. En 2021, donc Salah Hamouri et 5 défenseurs palestiniens des droits humains avaient été piratés via Pegasus, un logiciel espion développé par NSO Group, une entreprise israélienne de cybersurveillance dont les sociétés se situent aussi au Luxembourg. À la suite des attaques du 7 octobre, c'est-à-dire le 8 novembre 2023, donc un mois après, des milliers de Palestiniens avaient été emprisonnés, avec une augmentation de recours à la détention administrative, une détention sans inculpation ni procès, qui peut être reconduite indéfiniment. Nous avons eu, Amnesty International a pu collecter de nombreux témoignages qui ont pu démontrer certaines formes de torture et d'autres mauvais traitements. Donc nous avions des vidéos, nous avons pu vérifier des photos, mais aussi des témoignages avec des vérifications croisées. Ce qui en ressort, c'est extrêmement effroyable à lire. Donc des gens qui ont été roués de coups, humiliés, qui devaient s'agenouiller, chanter les chansons israéliennes auxquelles on avait bandé les yeux, on les avait dénudés et attaché les mains. Il y avait même une personne sur laquelle un représentant des forces avait sauté, les 2 pieds joints sur sa tête et ils urinaient sur le visage. Donc énormément de comportements, d'attitudes humiliantes, indignes, qui sont à condamner. Pour les femmes, donc on a surtout eu beaucoup de témoignages de fouilles de corps, de moqueries, des ordres pour qu'elles insultent le Hamas et aussi d'autres types de mauvais traitements. Soyons clairs, pour Amnesty International et au titre du droit international, la torture et les autres formes de mauvais traitements infligés à des personnes protégées dans un territoire occupé constituent un crime de guerre. La détention de personnes protégées en dehors du territoire occupé, comme dans le cas des Palestiniens et Palestiniennes des territoires palestiniens occupés, mais en Israël, constitue également une violation du droit international humanitaire. Donc, il est important d'investiguer, il est important de lancer les tribunaux nécessaires pour investiguer et condamner les responsables directement et indirects de cette situation catastrophique. Le 17 avril 2024, nous avons pu relever encore d'autres cas de décès, de personnes torturées, affamées, des personnes qui sont privées de soins médicaux adéquats ou qui sont coupées du monde entier, soit qu'ils ne reçoivent pas des informations de ce qui se passe, soit qu'ils n'ont pas du contact avec leurs avocats, ni avec les membres de leur famille. Et voilà, et même des médecins qui ont été emprisonnés du fait qu'ils soignaient des gens à Gaza et qu'on leur demandait, on les sollicitait pour ne pas soigner des gens à Gaza. Nous avons sorti hier un rapport, le 10 mars 2026, sur la situation des soins des femmes et des filles. Si on a le temps, j'aimerais bien y revenir parce que c'est quand même une situation extrêmement urgente au niveau de la santé. Ça sort un peu du cadre, mais voilà, là maintenant, aujourd'hui, c'était pour des personnes emprisonnées. Voilà. Ça va? Merci, David. And I would give
the floor to our guest, Salah Al-Hamouri. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci pour l'initiative, merci pour l'invitation d'être parmi vous. Aujourd'hui, merci pour Amnesty, son rôle important, et merci aussi pour le soutien historique via mon cas à moi, avant ma déportation vers la France en 2022. Oui, aujourd'hui, le cadre de cette conférence de presse, mais de la journée, on va dire, ça devient dans un contexte politique très très important pas que pour les Palestiniens maintenant, mais pour la région et le monde entier. Je ne veux pas parler trop politique, mais moi je pense que la question des prisonniers politiques palestiniens, c'est une des questions qui a accompagné les Palestiniens malheureusement dès le début de l'occupation. C'est pas la question de l'emprisonnement des Palestiniens comme façon de destruction systématisée par l'occupant israélien était utilisée comme moyen dès le début de l'occupation. Malheureusement, je peux dire que voilà, on a vu le génocide à Gaza, mais en parallèle aussi dans les prisons israéliennes, il y avait aussi ce génocide silencieux qui se passe jusqu'à aujourd'hui, malheureusement. Bien sûr, cette question elle existait avant 1967, mais on va dire les calculs, ils ont commencé après 1967. Depuis 1967 jusqu'à 2023, on avait quasiment 210 prisonniers morts dans les prisons israéliennes, soit à cause de la torture, soit à cause de la négligence médicale, pour plusieurs raisons. Donc on voit aussi par exemple les chiffres des prisonniers qui sont torturés et tués depuis octobre 2023. Les chiffres ils ont augmenté et on est presque quasiment à 150 personnes qui en connaissent, parce qu'il y a beaucoup des gens qui sont considérés malheureusement disparus. On ne sait pas c'est quoi exactement, s'ils sont encore vivants ou pas. Je peux le confirmer que les conditions de détention des prisonniers politiques palestiniens n'ont jamais été difficiles depuis le début de l'occupation. Il y a vraiment une fascisation dans les conditions de détention de ces prisonniers. Ils sont privés de tous leurs droits. Surtout les prisonniers qui sont de la bande de Gaza, aussi les Syriens, mais aussi les Libanais. Il faut le dire qu'il n'y a pas que des prisonniers palestiniens, mais on rajoute aussi les Libanais et les Syriens qui étaient kidnappés. Aujourd'hui, même avant, avec l'arrivée de 2022 de Ben Gvir en tant que chef de police et responsable de la question des prisonniers, l'aggravement des conditions de détention, il a commencé là. Et c'était témoigné, c'était dit. Moi je pense on ne va pas tout dire maintenant. Il y a le film de ce soir qui est un film, je pense, un documentaire important à voir sur la question de torture, question de viol systématique, l'utilisation des animaux pour violer les prisonniers palestiniens, tout état de crimes contre l'humanité qui sont quotidiennement commis par l'occupant israélien dans les prisons israéliennes. Aujourd'hui, on parle plus ou moins d'un chiffre que personne ne peut le confirmer si c'est tout, c'est le complet, mais on parle entre 10 et 11 000 prisonniers politiques palestiniens. Parmi eux, il y a 70 femmes, il y a 350 enfants. Il y a des enfants, comme c'était dit, en détention administrative. Il y a des femmes aussi, il y a des femmes mineures parmi les femmes qui sont en détention administrative. Il y a 3400 prisonniers plus ou moins en détention administrative. C'est le chiffre le plus haut depuis l'année 2000. Il y a une nouvelle catégorie, entre guillemets, que les Israéliens ils ont développée, c'est les combattants illégaux ou illégaux. Dans ce cadre de cette détention, il y a 1250 combattants illégaux. Dans cette catégorie, il y a des gens de la bande de Gaza, il y a aussi des gens du Liban, il y a aussi des gens de la Syrie. Du coup, moi, en tant que Palestinien sous occupation, moi je dis clairement, nous, en tant que Palestiniens, on n'a pas à aller chercher justice chez l'occupant, ni dans les tribunaux de l'occupant, parce que même le système judiciaire israélien fait partie des moyens de la destruction de
de la société palestinienne. Moi, je pense que voilà, notre travail aujourd'hui, parler de ces Palestiniens et Palestiniennes qui sont en prison, c'est un devoir, c'est important. Plus qu'on pousse, plus qu'on élargit, plus qu'on va réduire le nombre des Palestiniens qui vont être tués dans les prisons israéliennes, parce qu'on le voit, le but, c'est vraiment mettre à fin la majorité de la vie de ces gens. Et les Israéliens, ne suffit pas que de tuer les gens en prison. Même, on peut le dire, que les Israéliens même emprisonnent les gens, emprisonnent les corps morts après leur mort dans la prison. Tu peux garder, il y a des corps des prisonniers palestiniens qui sont là depuis 5, 6, 7 ans, qui sont des corps juste comme une punition collective aussi pour la société, pour la famille, et vraiment mettre la pression sur les familles et sur l'ensemble de la société. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le mouvement de solidarité internationale, il a un devoir très important. Il a affirmé depuis le début de son génocide, il a affirmé politiquement, mais aussi le génocide n'est pas terminé. La guerre dans la région est en train de devenir plus large. On le voit ce qui se passe au Liban, en Iran et partout. Moi, je pense que voilà, notre devoir aujourd'hui, c'est travailler collectivement sur la question de l'isolation de l'État d'Israël. Cet État colonial d'apartheid, il doit être isolé pour que puissent les Palestiniens récupérer leurs droits. Merci. We can open the floor for questions if anyone has questions. Moi, je voulais juste encore développer le côté de la santé qui pour nous est très important actuellement pour si vous me permettez. Hein. Donc, au cours des 29 derniers mois, les conséquences dévastatrices et multiples du génocide, parce qu'on parle bien du génocide, perpétré par Israël, ont poussé les femmes et les filles dans la bande de Gaza occupée au bord du précipice. Les femmes et les filles sont les premières victimes de l'effondrement du système de santé et des déplacements de masse, parce que c'est un aspect qu'on oublie souvent. Le personnel médical fait l'état d'une hausse exponentielle des pathologies maternelles et néonatales. Les traitements pour les femmes atteintes de cancer et d'autres maladies mettent leur vie en danger, sont interrompus ou inaccessibles, et les fermetures répétées du point de passage de Rafah restreint encore davantage l'acheminement déjà limité de l'aide humanitaire, pour lesquels les ONG, 37 ONG avaient eu refus d'apporter leur aide, etc. Cette décision vient d'être suspendue, donc, mais c'est très très limité. Et donc l'aide humanitaire et les évacuations médicales étaient limitées. Alors quelques exemples. Des femmes ont été contraintes d'accoucher sans soins médicaux adaptés, de passer leur grossesse et leur convalescence postpartum dans un contexte de déplacement dans des sites surpeuplés et insalubres, et d'affronter la faim, la maladie et le traumatisme dans un contexte d'intimité et de protection limitée et de restriction de l'accès à des services essentiels, souvent tout en s'occupant d'autres personnes. Le ministère de la Santé de Gaza fait état de 630 morts palestiniennes, dont 202 enfants, 89 femmes et 339 hommes, entre la signature du cessez-le-feu, ça c'est très important, depuis qu'on a annoncé le cessez-le-feu, il y a beaucoup cette vente que voilà, la paix est revenue. Non, depuis ce soi-disant cessez-le-feu, on a continué à viser des personnes, à faire souffrir le peuple palestinien. Donc ceci, 630 morts entre octobre 2025 et fin février 2026, ce qui s'ajoute aux plus de 72 personnes, 12 000 personnes, donc on parle de 72 000 personnes identifiées, mais on sait bien que c'est beaucoup plus que 72 000 personnes tuées depuis le 7 octobre 2023. Venant du secteur de la santé, on sait très bien que tout ce qui est accès aux soins, aux médicaments, des pansements, lutter contre les épidémies, ce sont des choses très importantes. Et lorsqu'on coupe l'accès à l'eau, lorsqu'on ne peut pas bouillir de l'eau, lorsqu'on ne peut pas apporter des denrées alimentaires saines, lorsque l'air est pollué, lorsque les conditions sont impossibles, et je ne parle même pas encore de l'état de santé mentale, parce que le stress, les bombardements, la torture, tout cela a un impact destructeur sur l'état psychique des personnes, et c'est une violence qui continue. Et dans les prisons, c'est la même chose. Les conditions dans les prisons où les gens ont soif, où là maintenant en ce moment c'est le ramadan, mais on leur donne quand même des choses à manger sur le temps où c'est le ramadan et pas, etc. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites, qui sont
qui sont répugnantes et je pense qu'il faut vraiment il faut qu'il y ait une intervention, il faut condamner d'abord ceux qui permettent ce type de comportement indigne et il faut aller beaucoup plus loin. Et que l'Union européenne a aussi une responsabilité parce qu'ils ont le devoir de dénoncer tout cela et de mettre en place une force, en tout cas d'opposition par rapport aux méfaits qui sont commis. Merci. Merci. Any questions? Moi, ce que j'aimerais sincèrement signaler, c'est nous sommes les collecteurs sur Palestine et comment on pourrait aussi renforcer le rôle de Amnesty pour dénoncer toute la situation des prisonniers palestiniens. Dans ce sens-là, je crois que vous savez qu'on a présenté un rapport au ministère des Affaires étrangères. C'était notre groupe de Political Advocacy. Et voilà, et je crois que Anna, deux mots seulement. You forgot I don't speak French. But Yeah. I think, yeah. No, just to tell you that there was a small team there at the ministry. They presented the report. They discussed with I think it was the team from the Middle East. So last Friday we had a meeting, the political advocacy team at the Collective for Palestine. We had one of our regular meetings with the Minister of Foreign Affairs. Normally we meet with the Middle East staff and Madame Dockendorf. And in this meeting we gave the two reports. I think you have them, you saw them, about the prisoners, and we had a second report about the use of AI to oppress the Palestinians in the West Bank and the AI random targeting in the Gaza during the genocide. To conclude, the ministry is always welcoming such meetings. They highly appreciated the detailed report because they don't have those kind of numbers. They are aware of the situation, especially the prisoners, the AI not that much, as we found out. And the question is, how can we work with Amnesty International and other NGOs to keep the pressure? Because we always ask them, what is the next step? What will you do about this? And we start getting the feeling that the blockage comes from the EU for lack of legislative system in Luxembourg. So they always throw the ball to the EU. Unless all the countries in the EU vote to do 1, 2, 3, 4, we cannot do anything. Which is a little bit frustrating, to be honest. So how can we work together? How can we increase this pressure on the governments, not only in Luxembourg, but EU governments, exactly what you said? Alors, nous avons, dans le cadre du cercle des ONG, do you understand? I'm using AI to translate, Okay, but okay, it's okay, fine. okay. Dans le cadre du cercle des ONG, donc Amnesty International a fait part d'une délégation qui a rencontré les députés ce lundi à la Chambre des députés. Et Amnesty a présenté la partie justement par rapport au territoire palestinien occupé. Étant donné que, comme je l'ai déjà dit, c'est un pays stratégique pour l'action humanitaire luxembourgeoise. Dans cette recherche, j'ai quand même été surpris positivement par certains dossiers que le Luxembourg, parce que ça m'avait un peu surpris, parce que je le voyais autrement, étant donné que le Luxembourg, j'ai rencontré les dossiers où le Luxembourg condamne clairement l'occupation des territoires palestiniens. Le Luxembourg dénonce aussi le système d'apartheid. Le Luxembourg vient de reconnaître la Palestine. Donc symboliquement, on est bien dans le symbolique, symboliquement le Luxembourg a quand même une position favorable. Le Luxembourg a permis que les manifestations puissent avoir lieu tous les samedis au Luxembourg. Si on va voir dans d'autres pays, en Allemagne ou en France, de un, elles sont interdites, de deux, il y a extrêmement de violence qui est commise. Je pense que, et c'est ce qu'on a dit, le Luxembourg peut mieux faire. Permettre à ce que des sociétés NSO aient un siège ou des structures ici au Luxembourg, je pense qu'il faudrait profondément revoir ce type de politique-là.
on questionne aussi la question de la fermeture du compte de la Cour pénale internationale, à la Spuckes, la caisse d'épargne du Luxembourg. Donc on essaie de comprendre si c'était, voilà, c'est avec accord, sans accord, comment sont les enjeux qui ne sont pas faciles, mais on comprend qu'il y a quand même eu des pressions ou qu'il y a eu une volonté de vouloir prévenir des pressions de la part des États-Unis. Donc, et puis, il y a aussi le fait que, par exemple, un membre, une personne qui a travaillé ou qui travaille pour les Nations Unies, qui a sorti le rapport régulier sur ce qui se passe à Gaza, donc Francesca Albanese, ça a quand même été incompréhensible que plusieurs ministres des Affaires étrangères, donc je ne parle pas du Luxembourg, mais de certains pays de l'Union européenne, la condamnent, quasiment lui demandent de se retirer, en tout cas de démissionner, sur base d'informations qui étaient fausses, qui induisaient en erreur, et qui, de un, ne s'en excusent pas, et de deux, c'est eux qui devraient démissionner. Parce qu'on critique, à travers le fait qu'on critique Francesca Albanese, on critique le principe même du droit international, puisque tout ce qu'elle fait, c'est évaluer ce qui se passe par rapport au droit international, les conventions internationales, en temps de paix, en temps de guerre, donc le droit humanitaire. Et donc ce sont des choses extrêmement compliquées qui sont faites au sein de l'Union européenne. Il y a des grands enjeux. L'Espagne a une position très forte, très courageuse. Et ce qu'on peut appeler, c'est que le Luxembourg, comme tous les autres pays de l'Union européenne, s'allient à l'Espagne et fassent exactement les mêmes choses parce qu'ils ont été très dignes dans le traitement de cette problématique. Ça répond un peu, mais... Any other questions? Comme j'ai entendu, ils sont entre 10 et 11 000 prisonniers palestiniens et aussi libanais, syriens. Et donc, combien de prisons et où sont les prisons? Les cartes des prisons israéliennes se trouvent sur l'ensemble de la Palestine historique. Tu peux trouver des prisons du nord de Haïfa jusqu'à le sud du désert du Negev. Du coup, de ce qu'on sait, il y a entre 23, 25, 26 prisons. Mais, il y a, par exemple, on a découvert une section, par exemple, une prison secrète, là où sont détenus les gens de Hezbollah et d'autres combattants. Ils étaient dans une prison secrète. Du coup les prisons déclarées, on va dire, officielles, ils sont entre 23, 24, 25. Ça augmente, ça ferme, ça ouvre des sections, ça dépend. Ils sont dans ce rythme. Et les prisonniers sont ensemble avec des autres prisonniers? Ils sont séparés. Ils sont que entre prisonniers politiques palestiniens. Ils ne sont pas mélangés avec des droits communs. Et les conditions des prisonniers dans vous avez dit déjà que toutes les mauvaises conditions, mais combien de personnes sont par exemple dans chaque cellule? Dans chaque cellule. Les prisons depuis novembre, c'était dit, depuis octobre 2023, il y a une surpopulation dans les prisons. Il y a par exemple des cellules où normalement tu peux avoir 5 ou 6. Des fois, ils sont à 10 ou à 12 personnes où les gens sont obligés de coucher, de dormir par terre. Les conditions elles-mêmes, ça veut dire que il y a vraiment une information. Il y a vraiment une information contre. Il n'y a ni de l'eau suffisante, ni à manger. Les gens, ils peuvent passer des mois et des mois sans sortir de leur cellule. Ils sont, depuis quasiment là, ça va vers 3 ans et demi, qui ne sont pas en contact avec leur famille. La Croix-Rouge, même la Croix-Rouge, elle est interdite de visiter les prisons, alors qu'avant c'était le cas. Aujourd'hui, la Croix-Rouge, depuis 3 ans et demi, elle n'a pas accès aux prisons israéliennes. Les visites d'avocats, elles sont très 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 limitées. Et pour vraiment empêcher les visites des avocats, les prisonniers
quand ils les ramènent vers la visite, ils sont tapés, agressés, et quand ils sortent de la visite de l'avocat, ils sont aussi agressés. Du coup, les prisonniers envoient des messages clairs. Ne nous envoyez pas des avocats, parce qu'à chaque visite d'avocat, on se fait taper. Il y a aussi la question qui est très importante, je l'ai zappé, il y a la question de la peine de mort. Et la question de la peine de mort qui a été votée dans le Parlement de l'occupant israélien. Et ça, moi je ne dis pas que les Israéliens ne tuaient pas avant les prisonniers palestiniens, ils les tuaient, mais aujourd'hui d'avoir une peine de mort avec l'état d'esprit de l'état colonial d'aujourd'hui, je veux dire, sont capables demain d'en sortir des centaines et des centaines tous les jours pour le tuer avec cette peine de mort. Il y avait aussi dans le complexe où les interrogatoires se faisaient, qui est appelé le complexe russe, Ouais. à Mascoubi. Mascoubi. Et donc, il y avait des personnes qui ont ressorti avec des hématomes et des côtes cassées, etc. Donc, ça nous Ouais. avait été aussi témoigné. Hein. Oui. Oui, ça, c'est. Mascoubi, c'est une ancienne église russe que l'occupant israélien l'a occupée en 1948. Et ils l'ont transformé en centre d'interrogatoire. C'est un des centres d'interrogatoire les plus meurtriers en Israël, entre guillemets, où des centaines de gens étaient torturés dans ce centre d'interrogatoire. Même avant le 7 octobre, on a le cas très connu d'un prisonnier qui est toujours en prison aujourd'hui, qui s'appelle Sahem El-Arbid. Sahem El-Arbid, c'est un Palestinien chrétien de Ramallah qui a été arrêté en 2018. 48 heures d'interrogatoire intensif, il avait 12 côtes cassées, et là, il est allé dans le coma direct à cause de la torture intensive qu'il a eue en 2018, et ça on parle longtemps avant le 7 octobre. Du coup, l'accélération de la torture aujourd'hui, on ne peut même pas l'imaginer pendant les interrogatoires et même après les interrogatoires. Oui, les viols systématiques qui sont faits. Hein, donc, Can I? My question is to Salah. So we recently know that after this, English is fine. Okay. So recently we saw after the ceasefire, many prisoners were freed, according to the deal and so on. But we also know that those prisoners were transported to Egypt, and their families were not allowed by the Israeli regime to fly or to go via Jordan to fly to Egypt to see their family members, the freed prisoners. Can you tell us a little bit about if you know about the situation of the freed prisoners in Egypt right now? I was listening. French is fine. Français. Je peux parler en anglais. Moi, j'étais en Égypte là en mois de janvier pour une visite pour les prisonniers qui sont sortis dans le cadre du dernier échange quand il y avait entre guillemets le cessez-le-feu. En total, il y a quasiment entre 450 et 460 prisonniers qui étaient déportés vers l'Égypte après les accords des cessez-le-feu, parce qu'il n'y avait pas un seul accord. Alors, les prisonniers sont sortis sur plusieurs étapes. Les Américains et les Israéliens, pour dire clairement, ils ont mis de la pression énorme sur les pays pour pas qu'ils reçoivent des prisonniers politiques, pour compliquer la procédure des négociations pour les gens qui menaient les négociations. Il n'y a que la Turquie, avec beaucoup de conditions de secret, des discrets, elle a reçu 50 prisonniers, entre 50 et 55 prisonniers. Le seul pays européen qui a eu le courage de dire je prends des prisonniers politiques en tant que prisonnier politique, c'était l'Espagne. Ils ont pris deux cas. Mais le reste, malheureusement, il n'y a aucun pays qui accepte de recevoir ces prisonniers. Ces prisonniers se trouvent dans des hôtels fermés au Caire, des hôtels qui appartiennent à l'armée égyptienne. Les conditions, on va dire, ça va dans les hôtels, mais ils sont privés de droits parce que l'Égypte ne peut pas recevoir cette quantité de prisonniers et dire voilà, je les apprends tous. C'est-à-dire qu'ils sont sans papier, ils n'ont pas le droit d'avoir des comptes bancaires, ils n'ont pas le droit de voyager, et ils sont privés de visites de famille à cause de l'occupant israélien qui empêche leur famille de sortir de territoire. Alors on a un destin inconnu pour les gens qui se trouvent aujourd'hui en Égypte. Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Il n'y a personne qui peut donner une réponse exacte. C'est quoi le futur
qui va arriver pour ces prisonniers. Ils sont sortis dans le cadre de l'échange du cessez-le-feu, mais malheureusement, ils n'ont pas une situation stable. Ils n'ont pas une situation stable. Et ça se voit que les pays arabes, ils ont obéi, on va dire poliment, obéi les Américains et la pression israélienne de ne pas recevoir comme la Tunisie, comme l'Algérie, comme d'autres pays. Il y en a aucun, même le Qatar, il a refusé. Du coup, aujourd'hui, il y a des négociations avec d'autres pays. Par principe, le Brésil, il a donné son accord d'en recevoir 20, entre 20 et 30 prisonniers. Il y a une fenêtre ouverte aussi avec l'Irlande, qui a une longue histoire de la Palestine. Ça parle, ça discute un petit peu de recevoir quelques cas. Mais malheureusement, le reste des pays européens, ils ont tous refusé de recevoir la proposition d'avoir quelques prisonniers qui sont sortis dans l'échange. Je voudrais savoir, hein, vous avez des nouvelles du docteur Oussam Sorti. Oui. Malheureusement, moi personnellement, non. Amnesty avait fait une campagne sur lui, justement. Oui, Ça a je donné n'ai pas- quelque chose. je n'ai pas d'informations, Pas malheureusement. d'informations. Mais on pourra regarder. Hein. Mais Dr Ahmed Abou Safiye, comme d'autres, ils sont privés de même, on n'a même pas le droit de savoir leur état. Tu vois, il n'y a pas de. Si par surprise, il y a un prisonnier qui va croiser un autre prisonnier et l'autre il est libre après quelque temps, c'est pas. Les familles sont indiquées comme ça, que voilà, l'autre il est vivant. Par exemple, il y a des gens qui ont découvert que une partie de leur famille est encore vivante dans la prison israélienne grâce à des gens qui étaient libérés, parce que pour eux, ils les ont déclarés morts. Parmi les histoires, il y avait 2 femmes de Gaza qui ont disparu pendant longtemps, et c'est juste récemment qu'ils ont découvert que non, ils ne sont pas morts, ils sont détenus dans la prison des femmes à Damas. Any other questions? Ok. Et je parie que c'est la même chose pour Berghouti. Exactement la même chose, on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas s'il va sortir. Marwan Barghouti, des dernières nouvelles qu'on a, il est dans l'isolement total dans la prison de Ramon, qui est dans le sud de la Palestine. Il a l'isolement total avec d'autres dirigeants palestiniens comme Ahmed Saadet, Abdallah Barghouti et d'autres qui chacun est dans une cellule enfermé tout seul, dans des conditions aussi très terribles. C'est clair que les Israéliens ne vont pas le libérer, parce que son nom a été parmi les premiers noms pour la libération depuis des mois et des mois, pendant des années, mais les Israéliens, à mon avis, pour des raisons bien sûr politiques, stratégiques, ils ne veulent pas sa libération, lui et d'autres prisonniers. Merci. Merci beaucoup. Merci. Thank you everyone again for being here today, and I hope to see you this evening again On va développer ça. at 7 o'clock in the Eco Center. Thank you so much. Thank you. Thank you.